Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast où nous allons nous intéresser à la démocratie en santé face à la crise du coronavirus. Alors, pourquoi s'intéresser à cette question dans ce contexte de crise? Ben, tout d'abord, c'est parce qu'on constate que chaque grande crise que nous vivons depuis les années 2010 pose à nouveau frais, de manière renouvelée, la question démocratique. C'est-à-dire qui peut parler dans l'espace public, comment les citoyens peuvent-ils s'investir dans la cité, comment participer au processus de décision. Cette crise intervient donc dans un contexte où le principe démocratique, le principe de la démocratie elle-même et ses multiples applications font l'objet de plus en plus de débats et de beaucoup de publications, à la fois d'essais, d'articles et de rapports. La crise des Gilets jaunes, on le voit, a fait écho au mouvement des places et au mouvement des indignés, qui a eu lieu autour des années 2010-2011, avec la remise en cause des élites, la remise en cause de la forme verticale des mouvements de contestation, l'aspiration à davantage d'horizontalité. On pourrait parler aussi de la réforme des retraites en décembre 2019, avec des interrogations autour de la place des corps intermédiaires et notamment des syndicats dans les négociations. On pourrait également parler, entre autres crises, de la crise climatique et environnementale, qui pose la question notamment de la participation citoyenne avec les marches pour le climat, et puis aussi la question des sciences citoyennes. Par exemple, on a vu des citoyens rendre accessible le rapport du GIEC aux francophones, donc s'occuper de traduction. On voit également en ce moment la Convention citoyenne pour le climat qui n'a pas encore rendu son rapport, mais qui est en train d'y travailler. Donc il y a une dynamique, on le voit, démocratique autour de ces différents mouvements. La question démocratique, elle est posée chaque fois de manière bien sûr différente, mais on voit bien que c'est le nœud de ces mouvements, ou en tout cas l'un des nœuds de ces mouvements. Donc dans le domaine de la santé, cette question démocratique, elle est aussi extrêmement sensible depuis l'épidémie du sida, normalement. Voilà, et les mouvements citoyens comme Act Up Paris, qui ont mis l'accent sur le nécessaire consentement du patient à ces traitements, sur la place des patients dans les essais thérapeutiques et la recherche scientifique, sur la reconnaissance de la parole des personnes, sur leur inclusion dans la société, sur la reconnaissance des associations d'usagers dans le système de santé. Donc on voit, il y a eu des mouvements lents depuis les années 80, et on peut souligner que voilà, des acteurs de premier plan de cette épidémie du sida ont été engagés dans cette crise du coronavirus, dans cette nouvelle épidémie, notamment Jean-François Delfrécy qui préside le conseil scientifique. Cette épidémie du sida, elle a posé cette question démocratique de la démocratie en santé, puisqu'elle aboutit à la loi du 4 mars 2002 pour promouvoir une forme de démocratie sanitaire contre ce qu'on appelle le paternalisme médical, c'est-à-dire la décision qui s'impose aux patients. Donc cette loi, elle s'appelle la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Et il y a plusieurs points qui nous intéressent dans cette loi. Je passe rapidement, mais vous pourrez vous y référer. Le patient doit être informé et a le droit de refuser ses traitements. Donc je cite: aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Un autre point important, c'est qu'il y a une meilleure représentation des usagers au sein des grandes institutions de la santé et des hôpitaux. Et le troisième point, c'est que les patients ont le droit de disposer de la totalité de leur dossier médical, qui reste leur propriété. Donc ces trois éléments introduisent davantage de place à la personne concernée dans le système de soins, dans le système de santé, et davantage de place également aux représentants d'associations dans ce système. Donc maintenant, on peut s'interroger, à la lumière de cette nouvelle crise sanitaire, comment est-ce que cette crise-là fait bouger les lignes dans le domaine à la fois de la représentation des personnes, de la représentation des usagers, des associations. Voilà. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui change en ce moment dans la démocratie en santé à la lumière du Covid-19, de cette crise-là? Une première observation, déjà, on peut se dire, c'est que cette question de la démocratie
en santé, dans la crise du coronavirus, a été très vite posée, sous la forme de tribunes, mais aussi sous la forme de rapports. Dès le 13 mars 2020, on pourrait dire, avec le rapport du CCNE, qui s'appelle « Les enjeux éthiques face à une épidémie ». Donc le CCNE, il affirme dans ce rapport une exigence de démocratie en santé, et nous dit que, je cite, les stratégies de communication devraient s'appuyer sur le corps social pour être comprises, critiquées, intégrées intellectuellement et ensuite relayées. On pourrait aussi parler de la note qui a été révélée par Mediapart, du conseil scientifique, qui appelait à davantage de concertation avec la société civile, et on en reparlera par la suite. Pourtant, malgré ces initiatives, ces différents appels auxquels on a assisté, le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, est assez mitigé sur le résultat, puisque dans le journal du SIDA en mai 2020, donc c'est quelque chose de très récent, il appelle à, je cite, « sortir de cette crise avec une vision renouvelée de la démocratie sanitaire ». Donc il déplore une mise à l'écart des institutions de cette démocratie sanitaire qui est née à l'époque de l'épidémie du sida, et voilà ce qu'il nous dit dans cette interview. Je cite. « Ce qui est très différent pour l'épidémie Covid-19 par rapport à celle du VIH, c'est la place trop restreinte laissée au monde associatif dans la gestion de crise. Ce que je regrette. Il y a bien évidemment un effet de temporalité à ne pas négliger. Nous avons construit dans la douleur, bien sûr, mais aussi dans le temps, avec les associations de lutte contre le VIH, un modèle que nous avons su imposer. Alors que nous sommes riches d'une histoire et d'une efficacité longue de 25 ans sur la place de la société civile et l'importance de la démocratie sanitaire, il est regrettable que ces dernières n'aient pas été immédiatement au rendez-vous dans la crise du Covid. » Donc, on voit tout l'historique, effectivement, des années SIDA, tout l'historique qui apparemment n'aurait pas été repris à sa juste mesure dans cette crise du Covid-19. Donc, on a vu des mouvements, en effet, les associations de terrain ont joué un rôle clé dans cette crise du Covid-19, à la fois dans la transmission des informations ciblées aux personnes fragiles, on le verra avec la Fédération française des diabétiques, mais aussi dans la médiation avec elles, notamment avec des lignes de téléphone, des lignes d'écoute qui ont été ouvertes dans le domaine du soutien psychologique, mais aussi de l'information auprès des personnes vulnérables, dans le handicap, pour les personnes diabétiques, etc. Mais par contre, on voit que les acteurs traditionnels de la démocratie en santé, les acteurs représentatifs, se plaignent de ne pas avoir été mobilisés. De même, les personnes concernées n'ont pas été suffisamment écoutées. Dans les établissements, on a mis de côté je parle des établissements de personnes âgées, les EHPAD, ou bien les établissements pour les personnes en situation de handicap. On voit notamment que l'autodétermination a été mise de côté au profit d'une logique sanitaire. Donc, c'est vrai qu'il y a des dimensions qui ont été occultées par cette crise. De la même façon, les représentants des résidents n'ont pas eu leur voix à donner non plus, ni les parents. Et enfin, la concertation attendue par de nombreuses personnes, donc la concertation au niveau gouvernemental, si je puis dire, n'a pas eu lieu malgré de nombreux appels. Alors c'est pourquoi on propose à travers ce podcast de faire un bilan de cette mobilisation des acteurs et de ces institutions, mais aussi d'étudier en quoi une meilleure prise en compte des citoyens et des instances représentatives dans les politiques sanitaires en cas de crise renforce en réalité nos capacités d'adaptation. Alors nous, voilà, on est en cours d'éthique, on fait de l'éthique, donc on va s'interroger aussi sur les concepts, sur les idées, sur les mots. On y reviendra, on va s'intéresser au concept de démocratie, de médiation et d'éthique. Alors, je signale, avant de terminer ce propos, que en termes de démocratie en santé, une représentante d'association a été intégrée dans le conseil scientifique, et que récemment, un comité citoyen de liaison a été créé dans le contexte de la loi du 11 mai qui proroge l'état d'urgence sanitaire.
Donc, je cite, hein, ce texte prévoit un comité de contrôle et de liaison Covid-19 chargé d'associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l'épidémie par suivi des contacts ainsi qu'au déploiement des systèmes d'information prévus à cet effet. Donc, pour synthétiser, en fait, l'idée, c'est de créer un comité de liaison et de suivi de l'application Stop Covid et des brigades d'anges gardiens qui doivent détecter, quand il y a une personne qui est malade du Covid, l'ensemble des contacts qu'elle a eus et les risques pour les personnes qui l'ont côtoyée. Voilà. Donc, cette participation citoyenne reste très restreinte. Ce n'est pas une participation citoyenne à la gestion de crise, mais on fait appel maintenant à des représentants d'associations ou à des usagers sur des points très précis. Alors, comme je vous le disais, hein, il est important, pour bien comprendre cette crise, de reprendre les concepts fondamentaux de démocratie, de médiation et d'éthique. Donc, on pourrait dire d'ailleurs que cette crise du coronavirus, dans ce domaine-là, a généré une triple crise qui était une triple crise préexistante au coronavirus, mais le coronavirus a servi de révélateur, on pourrait dire. Donc, une crise de la démocratie en santé, une crise de la médiation et une crise éthique. Donc, on va le voir, hein, je vais vous en parler un petit peu à présent. Et j'entends tout d'abord par crise le double sens étymologique du mot, c'est-à-dire le latin crisis avec un C, donc qui est la phase aiguë d'une maladie. C'est le moment où tous les symptômes du mal se révèlent, je dirais. Mais aussi le sens grec crisis avec un K cette fois-ci, c'est-à-dire c'est le moment du jugement et de la prise de décision. C'est le moment où on doit trancher. C'est le moment où on doit définir et redéfinir les choses. On pourrait dire que c'est au moment où l'ensemble des symptômes se révèlent qu'il s'agit de trancher, si on veut lier les deux sens étymologiques du mot. Alors, ben justement, c'est peut-être pour ça qu'il est plus que nécessaire aujourd'hui de repenser ben, tout d'abord ce concept de démocratie, qui est énormément travaillé par beaucoup de penseurs aujourd'hui. Donc on voit que cette idée de démocratie, elle est indissociable de l'idée de crise. Hein. On va le voir aussi dans le podcast avec Florent Trockné-Lopez qui va nous en parler, hein, qui va nous montrer en quoi la démocratie est précisément le régime de la crise. C'est ce qui fait sa force. Pour reprendre les termes du sociologue Ulrich Beck, hein, qui est devenu célèbre notamment pour avoir écrit un livre, La société du risque, à la fin des années 80, après Tchernobyl, après toute une suite de catastrophes comme ça, technologiques et sanitaires, Ulrich Beck nous dit dans son livre qu'on vit l'avènement d'une modernité réflexive. C'est-à-dire que les personnes, les citoyens, seraient à présent capables de réfléchir sur les évolutions techniques et scientifiques et leurs implications dans leur vie pour les générations à venir. La société du risque, finalement, ça serait aussi une société d'une démocratie renouvelée sous la forme d'une réflexion menée entre citoyens sur les bénéfices et les risques des technologies. Et on le voit parce que finalement, c'est un petit peu ce qu'on a fait, c'était un peu l'initiative des États généraux de la bioéthique, de se dire, bon, bah, voilà, on va réfléchir à l'intelligence artificielle, à la génétique, à la procréatique, et tout un tas de sujets comme ça, en se disant, les citoyens éclairés vont pouvoir réfléchir ensemble, se réunir et réfléchir sur les bénéfices et les risques des nouvelles technologies et des recherches scientifiques. Sauf que pour Ulrich Beck, cette modernité réflexive s'accompagne aussi d'un risque. Et ce risque, c'est ce qu'il appelle la subpolitique. Et la subpolitique, c'est la politique souterraine. C'est cette impression que dans cette société technologique et scientifique, les ingénieurs, les scientifiques, les entrepreneurs, les actionnaires, les médecins, les chercheurs décident pour nous, dans leur laboratoire de recherche, ce qui est bien pour nous, voilà, dans la balance bénéfice-risque. Et ceci, je dirais, quasiment sans concertation, dans le secret de leur laboratoire. Voilà. Ça pose quand même la question des experts dans un régime démocratique. On le verra avec Karine Demuth-Labouze, en quoi, par exemple, les citoyens devraient
peut-être être capable de se prononcer sur l'orientation des politiques de recherche. Vers quoi on décide de chercher? Est-ce qu'on décide de chercher plutôt dans la direction de l'intelligence artificielle ou dans la direction de la transition écologique, dans les deux domaines ou ailleurs? C'est des questions qui peuvent légitimement se poser. Donc, dans une tribune publiée en 2008, ce sociologue, Ulrich Beck, pointait aussi un danger corollaire à cette société du risque. C'est le danger post-démocratique. C'est le fait que les citoyens, finalement, ne soient plus consultés, que les instances, même parlementaires, ne soient plus consultées dans cette gestion, finalement, technique de la société et technologique. Et lui montrait en 2008, d'ailleurs, à la faveur d'une autre crise, la crise économique et financière de 2008, la crise des subprimes, que plus l'État est dépassé, plus il renforce ses politiques coercitives pour montrer qu'il s'occupe des problèmes, qu'il est en charge, et plus il montre par ses échecs, par le fait qu'il est dépassé, une très grande impuissance, ce qui va l'inciter à renforcer encore ses politiques de coercition. Et on l'a vu peut-être à la faveur de cette crise sanitaire, qu'il faudrait peut-être analyser aussi à cette lumière-là, comment l'État s'est retrouvé dépassé par un problème effectivement complexe, puisqu'un problème à la fois mondial, un virus dont on ne sait pas exactement encore quelles sont les caractéristiques, une très grande incertitude sur les politiques à mener, et puis une grande foi en la science, avec ce conseil scientifique. Mais on voit qu'on a eu énormément de réajustements au fur et à mesure de la crise. Donc il y a peut-être cette dimension aussi post-démocratique à la manière dont l'explique Ulrich Beck dans cette tribune de 2008, pardon, qui pourrait être posée. Alors, ce qu'on pourrait se dire aussi, c'est que en miroir de cette subpolitique, de cette politique souterraine, on va dire des laboratoires de recherche ou des scientifiques ou des entreprises, finalement prennent des décisions pour les citoyens, qui engagent l'ensemble de la communauté, qui prend des risques pour l'ensemble de la communauté. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi penser qu'il y a une subpolitique citoyenne qui échappe elle aussi aux institutions traditionnelles du politique, aux partis politiques, aux syndicats, etc., comme Act Up Paris l'a fait, et à l'époque des années SIDA, et que cette démocratie en santé, finalement, pourrait se nourrir de cette subpolitique citoyenne, des regroupements qu'on a vus entre associations, des différentes tribunes qui ont été publiées sur la question du grand âge, sur la question du handicap, sur la question des précarités. Voilà, on a vu quand même la société civile très mobilisée. Par ailleurs, on va se demander peut-être comment procéder à une concertation de la société civile pour mieux engager les citoyens dans des dispositifs sanitaires dans le contexte d'un confinement, voilà, dans le contexte d'une crise. Comment faire participer des citoyens dans une dynamique d'urgence, comment inventer de nouvelles solidarités, comment consulter les soignants, les administratifs, les enseignants, les commerçants, etc. C'est-à-dire beaucoup de personnes différentes, de manière très large. Voilà, c'est des questions de stratégie, on va dire, de concertation. Et c'est pour ça que je voulais également en arriver à ce concept, à cette idée de médiation. C'est-à-dire que la démocratie, dans ses méthodes, ne peut se passer de cette idée de médiation qui est reposée aujourd'hui également à la lumière du coronavirus. Alors, comment mettre en place entre les politiques, la science, la société civile, ces médiations, ce dialogue qui nous semble nécessaire? Donc il faudrait peut-être repartir également de la crise de la médiation, c'est-à-dire la crise de la représentation, la mise en cause des médias et des experts, la diffusion de fake news, la destruction des corps intermédiaires ou leur remise en cause. Et il faudrait probablement partir de cette déliance pour penser la médiation toujours comme une remédiation, en quelque sorte. Et c'est cette fonction d'intermédiaire qui a beaucoup été remise en cause pendant la crise. Alors cette médiation, on pourrait en parler très longuement parce qu'elle est multiple.
Elle recouvre à la fois les méthodes de débat public et de consultation publique. On parle aussi de médiation quand on parle de résolution de conflits. Vous en avez probablement entendu parler dans les établissements, des médiations entre les établissements et les usagers, par exemple, dans les EHPAD. La création de liens sociaux riches et diversifiés, c'est une dimension de la médiation, c'est une médiation sociale, à la manière de Bernard Elgozi avec une association qui s'appelle Créteil Solidarité, qui fait de la médiation entre les citoyens au niveau local sur des questions de santé, pour mettre les acteurs de la santé en lien les uns avec les autres et avec la population dans un quartier de Créteil. Donc ça, c'est une logique de médiation. On est encore dans un schéma un petit peu différent. Et puis, il y a la médiation qui relève de la transmission de savoir, du partage de connaissances. Alors là, il y a plusieurs manières de voir cette transmission de savoir. Il y a l'idée de la vulgarisation. La vulgarisation scientifique, c'est vraiment l'idée que quelques-uns vont concevoir le savoir, des intermédiaires, les médiateurs scientifiques, vont le simplifier, le rendre accessible au public et le public se l'approprier. Alors, la médiation, peut-être scientifique, ça sera une idée certainement différente. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'il y a un vrai dialogue qui va s'instituer entre les citoyens et les chercheurs autour de l'objet de recherche. À la fois grâce à la participation citoyenne, mais aussi grâce à la consultation des citoyens sur l'objet lui-même de recherche. Et c'est ce que nous verrons aussi avec Karine Demuth-Labouze dans cette partie du podcast sur la manière dont on peut instaurer un dialogue entre science et société. Cette dimension de la médiation plus horizontale sera aussi évoquée assez longuement avec Alexia Jolivet dans le cadre de ce podcast. Donc, dans le cadre de l'évolution rapide, pour revenir à cette idée de médiation, dans le contexte de l'évolution rapide de cette épidémie de Covid-19, les stratégies de communication et de diffusion de l'information ont dû s'adapter extrêmement rapidement pour faire face à la défiance vis-à-vis des experts et des politiques, aux grands débats qui ont eu lieu. On l'a vu sur la chloroquine dans le champ scientifique et des essais thérapeutiques, mais aussi à l'exigence de participation qui se faisait de plus en plus forte, de plus en plus puissante. Et aussi, il ne faut pas l'ignorer, la diffusion d'informations ciblées auprès des personnes les plus vulnérables, personnes âgées, les personnes en situation de handicap ou présentant des comorbidités qui les rendaient beaucoup plus sensibles à cette épidémie du Covid. Donc cette communication, elle doit répondre dans l'urgence à des enjeux qui sont complexes et elle a évidemment plusieurs objectifs. À la fois capter l'attention des citoyens, on pourrait parler longuement de cette notion d'attention, d'engager les citoyens, et puis de les intégrer dans un dispositif plus large, c'est-à-dire ce n'est pas une question individuelle, mais on l'a vu, c'était un enjeu collectif, c'est-à-dire qu'il fallait que chacun soit engagé pour que l'ensemble de la population soit, entre guillemets, protégée. Donc, pour moi, la question ici, elle est de savoir, autour de la médiation, comment une communication peut créer ce que Marcel Boldebal, qui est sociologue, et le philosophe Edgar Morin ont appelé de la reliance. C'est-à-dire en quoi transmettre de l'information scientifique, même dans un contexte de confinement, où on n'est plus en contact les uns avec les autres physiquement, peut être un facteur très important de lien social, de lien entre les personnes, d'appartenance sociale et d'engagement. En quoi la reliance finalement aux autres, dans ce cadre de l'épidémie, est un facteur clé de réussite des politiques publiques. Voilà. Donc ça, c'est une question pour moi qui est majeure, mais comme le dirait Edgar Morin, cette reliance aux autres ne peut pas être séparée de la reliance à soi ou de la reliance à son environnement, à son écosystème. Ces trois notions sont extrêmement liées et c'est là probablement que la question éthique est posée. C'est-à-dire c'est la question aussi du pourquoi. Finalement, le choix qui a été fait, c'est de dire on va privilégier la vie humaine à l'économie. Voilà. Donc ça, c'est une question éthique majeure. Mais pourquoi privilégier la vie humaine à l'économie
on pourrait dire, à la collectivité. Voilà, il y a des philosophes, il y a des gens qui ont écrit des tribunes pour se poser cette question. Donc, la question éthique, je dirais, était sous-jacente à cette question de la médiation. C'est pourquoi on va s'y intéresser à présent en quelques mots, hein, parce qu'effectivement, on pourrait ensuite faire des cours entiers sur chacun de ces sujets, hein, démocratie, médiation et éthique dans le débat public. Donc, l'éthique, autour de quel principe est-ce que nous nous retrouvons, autour de quel principe est-ce que nous nous sommes retrouvés dans le cadre de cette crise? Donc d'abord, on voit que l'éthique a été un objet de débat, puisque très vite, dans les médias, on a vu apparaître en quoi l'éthique permet de soutenir les soignants, en quoi l'éthique permet de prendre les bonnes décisions, en quoi des cellules de soutien éthique se sont créées, notamment pour soutenir les services de réanimation, en quoi l'éthique peut servir de garde-fou, en quoi, etc., etc. Donc là, on voit qu'il y a eu vraiment différentes figures de l'éthique qui se sont cristallisées, hein, dans le débat public, qu'on a vu apparaître dans le débat public. Il y a une dimension d'expertise, donc ça c'est l'éthique des experts, effectivement, c'est l'éthique du CCNE, l'éthique d'instances de ce type-là, hein, où effectivement des experts se réunissent et disent quels sont les points de vigilance. On l'a vu avec le comité consultatif du numérique, hein, notamment qui a fait des études sur Stop Covid, par exemple. Donc ça, c'est vraiment une dimension d'éthique qui est l'éthique des experts. Mais on a vu aussi l'éthique de la discussion, hein, se mettre en place dans les établissements. Nous le verrons avec Alexia Jolivet. Et puis surtout, une éthique, c'est vrai, plus substantielle, une éthique de la vie en commun, hein, c'est-à-dire l'éthique des principes fondamentaux sur lesquels on fonde notre société. Et finalement, comment dire, les différents types d'éthique ont parfois été mis en concurrence, hein. On l'a vu beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, des arguments qui consistaient à dire les comités d'éthique d'experts ou les comités d'éthique dans les établissements seraient là uniquement pour justifier des décisions injustifiables. Donc, comprendre le tri des patients. Et l'éthique avec un grand E, l'éthique de notre vie en commun, serait là pour mettre une barrière à cette petite éthique qui consisterait à faire un tri. Donc c'est là qu'on a vu aussi la différence entre l'éthique comme un ensemble de valeurs et l'éthique conséquentialiste, hein, à l'anglo-saxonne, qui consiste à dire on n'a pas assez de moyens et qu'est-ce qu'on va faire avec ces moyens-là. Donc il y a eu la lutte, je dirais, entre les deux conceptions de l'éthique. Et je dirais que l'éthique plus substantielle a été extrêmement présente dans les médias, extrêmement présente dans les réseaux sociaux, sous la forme de la limite et aussi sous la forme de la souffrance éthique, hein, dont parle Christophe Dejour, c'est-à-dire des soignants qui finalement disent voilà, moi, c'est pas la manière dont je vois le système de santé. Je vois les choses autrement. J'ai pas envie de ça. Ce pourquoi je suis entré dans ce métier, c'était pas ça. J'ai une souffrance éthique qui signifie finalement les finalités premières de mon action, c'est-à-dire soigner et accompagner des personnes, ne peuvent pas s'accomplir dans mon métier tel qu'il a pris forme aujourd'hui. Alors, moi, je verrais une autre forme d'éthique, hein, une quatrième forme d'éthique, en plus de l'éthique des experts, de l'éthique qui a été présente dans les établissements, donc l'éthique de la discussion, et de l'éthique plus substantielle des valeurs, qui est l'éthique comme une forme de médiation, pour revenir à cette idée de médiation. Donc, cette éthique comme forme de médiation, c'est l'éthique justement qui va permettre de constituer le milieu dans lequel on va pouvoir discuter de nos finalités, de nos valeurs, des conséquences de nos actions. Alors, c'est un milieu démocratique, c'est un milieu de discussion en commun, même si, contrairement à l'éthique dans les établissements, on ne prend pas une décision immédiatement
après, pendant la discussion, je dirais. Et puis, il n'y a pas cette idée du consensus. C'est-à-dire, on peut aussi, puisqu'on est dans un espace démocratique, jouer sur les désaccords. Et on peut au moins se mettre, comme le dit le philosophe Philippe Givray, d'accord sur nos désaccords. C'est le principe de l'éthique comme médiation, hein. Je vous détaillerai dans le cours un lien vers une vidéo où j'explicite cette dimension de l'éthique comme médiation pour aller un peu plus loin sur ce sujet. Alors, cette éthique-là, elle est un des principes de la démocratie. Alors après, à voir, est-ce qu'il est possible de mener ce type d'éthique comme médiation dans le cadre d'une crise sanitaire? Alors évidemment, c'est peut-être pas évident de le faire, hein. Peut-être qu'il y a d'autres formes qui doivent être mises en place. Par contre, aujourd'hui, puisqu'on est dans la phase du déconfinement, c'est la réflexion qui nous attend. C'est la réflexion que nous devons mener sur ce qu'il est convenu d'appeler le monde d'après. Donc, c'est peut-être ce dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est peut-être ce vers quoi nous allons aller à présent. Cette idée de grande consultation sur les valeurs qui nous réunissent, la remise en cause de ces valeurs peut-être, hein, la discussion autour de ces valeurs, la priorisation de ces valeurs, un petit peu comme ce qu'on avait pu faire dans le cadre des états généraux de la bioéthique. Donc voici pour les quelques pistes qui ouvrent ce podcast sur la démocratie en santé face à la crise du coronavirus. Je vous souhaite beaucoup de plaisir en visionnant ces vidéos et puis beaucoup de réflexion. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.